Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Info-Témis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Info-Témis, nous avons Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, le lanceur d'alerte des enjeux de sécurité réagit à l'annulation. Un projet de 2 centrales hydroélectriques présenté au Témiscamingue. Une éclipse totale au Québec le 8 avril prochain. Le Club des petits déjeuners constate une hausse considérable des besoins. Examen trop difficile des infirmières québécoises se tourne vers le Nouveau-Brunswick. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. L'ancien directeur général du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, Gilles Dussault, se dit déçu du dénouement de cette édition. Par contre, il avait réellement des raisons de s'inquiéter pour la sécurité des gens sur place. M. Dussault nous confie que c'était une question de temps avant qu'une personne se blesse, puisque c'était déjà arrivé dans d'autres festivals de ce genre. Gilles Dussault a fait part de ses constatations avec le ministère des Transports et au ministère de la Sécurité publique, entre autres. M. Dussault précise que les camions étaient auparavant plus petits, donc moins dangereux sur les routes. L'actuel président du Rodéo du camion, Luc Lafontaine, était conscient des dangers. Il affirme avoir fait tout en son possible pour sécuriser les lieux. En poste depuis 2012, il a apporté plusieurs modifications au fil des années. Il regrette que les courses n'aient plus lieu sur une côte puisque c'était un élément qui se distinguait des autres festivals. C'est unanime, les deux hommes souhaitent le grand retour du Rodéo du camion pour l'an prochain. D'ailleurs, Luc Lafontaine est à la recherche de nouvelles pistes privées qui correspondent aux normes des assurances. Le Rift, après l'incendie, un vent de renouveau et d'espoir. Les travaux sont terminés, un coup de pinceau a été passé, l'ergonomie repensée et les logements réparés. Entre-temps, la programmation va de bon train. Les co-directrices Alexandra Vincent Paquin et Émilie Bécoté sont en poste depuis septembre dernier et ont de la vision pour l'avenir du Rift à Ville-Marie. Un nouveau plan d'action éco-responsable et l'accueil accru de résidences théâtrales sont déjà, entre autres, en action. Les directrices gardent toutefois la tête dans l'eau froide et sont conscientes du défi que représente la gestion d'un tel monument culturel en région. Le Rift confie toutefois que la Biennale internationale des arts miniatures, qui devait avoir lieu à Ville-Marie cet été, sera repostée à 2025. Les organisatrices assurent toutefois travailler sur une belle nouvelle formule. Les promoteurs d'Onimiki présentent cette semaine la nouvelle version de leur projet de centrale hydroélectrique dans le sud du Témiscamingue. Le projet a soulevé l'inquiétude de plusieurs adeptes de plein air dans les dernières années, notamment en raison des impacts sur la rivière Kipawa. Les membres des communautés autochtones de Québec et de Wolf Lake, ainsi que les citoyens de Témiscamingue, sont invités à des consultations publiques à compter de mardi. David McLaren, président d'Énergie renouvelable Onimiki, spécifie qu'il va faire le tour de l'ancien projet et par la suite, il présentera le projet bonifié qui tient compte des préoccupations entendues dans les pré-consultations en 2022. Le projet Onimiki vise à construire 2 centrales hydroélectriques, l'une à Témiscamingue, l'autre à 15 km au nord de la municipalité. Selon un document de travail dont Radio-Canada a obtenu copie, Onimiki 1 prendra sa source d'eau au lac des Brochets et l'exutoire sera dans la rivière des Outaouais, tandis que la prise d'eau d'Onimiki 2 sera au lac Ty et l'exécutoire dans le lac Jadot. Le barrage existant de l'Aniel, situé à 37 km du barrage Kipawa, contrôle les débits vers la rivière Kipawa. Étant donné qu'avec les nouvelles centrales Onimiki 1 et 2, un pourcentage élevé du débit sera dévié et acheminé vers ces centrales, la rivière Kipawa verra ses débits modifiés.
Le président d'Énergie renouvelable Onimeki n'a pu préciser quelles conséquences auraient ces déviations sur la rivière et sur la grande chute qui se trouve dans le parc national d'Opémican. M. McLaren a bon espoir que les études vont pouvoir démontrer que l'aspect esthétique de cette rivière-là ne sera pas affecté. L'étude d'impact environnemental devrait être terminée à l'été 2025. Il est important de démontrer à la population et à nos voisins que ce projet a une faible empreinte sur la terre-mer. Ça comprend aussi le débit de la rivière Kipawa et la rivière dans le parc national d'Opémican. Selon le document de travail, le projet d'Onimeki permettra de produire 60 MW d'électricité. Le coût total est estimé à 300 millions de dollars. Les profits réalisés en vendant cette électricité à Hydro-Québec seraient réinvestis dans les 3 communautés autochtones et dans la MRC de Témiscamingue. Ce projet représente un levier économique pour les générations futures. Les consultations publiques se tiendront uniquement dans le sud du Témiscamingue cette semaine. Il compte rencontrer l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, le Conseil régional en environnement de l'Abitibi-Témiscamingue et les amis de la rivière Kipawa. Dans un communiqué de presse du 5 mars, Promutuelle Assurance Boréal annonçait avoir connu d'excellents résultats financiers au terme de 2023, versant ainsi une ristourne collective de 1 million de dollars, une somme partagée entre 23 organismes œuvrant sur le territoire desservi par la Société mutuelle. De ces organismes, 2 proviennent du Témiscamingue, dont le Centre de bénévolat du lac Témiscamingue et la Fondation du Centre de santé Sainte-Famille. Pour le Centre de bénévolat, organisme à but non lucratif dont la mission est de diriger un centre d'action bénévole en dispensant des services spécifiques aux personnes démunies. C'est un don inattendu de 12 500 $ qui a été remis de la part de Promutuelle Assurance Boréal. Sonia Bélanger, directrice générale du Centre de bénévolat du lac Témiscamingue, se dit très heureuse pour l'organisme qui n'avait fait aucune demande en ce sens. Ce don pourra aider financièrement des personnes en situation de pauvreté pour des besoins fondamentaux tels que des rendez-vous chez l'optométriste et le dentiste, l'achat de lunettes, d'appareils auditifs, d'épicerie, ainsi que des demandes de transports médicaux qui ne sont pas remboursables par une autre instance. La Fondation du Centre de santé Sainte-Famille a reçu elle aussi un don important, soit un montant de 60 000 $. Depuis sa mise sur pied en 1985, la Fondation finance des équipements de diagnostic et de traitement pour l'hôpital des Témiscamiens et Témiscamiennes. Bref, cet investissement d'1 million de dollars fait partie d'une contribution de 2,7 millions de dollars réinvestis dans le milieu par Promutuelle Assurance Boréal au cours des 3 dernières années. En cette période d'insécurité économique, il allait de soi que Promutuelle Assurance Boréal désirait être là pour soutenir financièrement les organismes communautaires qui font œuvre utile dans les secteurs de l'éducation, la santé, les comptoirs alimentaires et les soins palliatifs où les besoins ne cessent de croître. Le 8 avril prochain, la population du Témiscamingue aura l'opportunité d'assister à un événement céleste rare. En effet, une éclipse partielle du Soleil sera observable au cours de l'après-midi. Si dans le sud du Québec, l'éclipse sera totale, c'est-à-dire que le Soleil sera complètement caché, on prévoit environ 95 % d'obscuration en Abitibi-Témiscamingue. Au Témiscamingue, les gens peuvent toujours la regarder, mais devront garder leurs lunettes pendant toute la durée de l'éclipse. Selon le site eclipsequebec.ca, sur lequel se retrouve une tonne d'informations sur l'événement du 8 avril prochain, une éclipse est un phénomène astronomique qui se produit quand un objet céleste cache un autre astre dans l'espace au regard d'un observateur. Les éclipses de soleil se produisent le jour lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre et que son ombre se dépose sur la surface de la planète. Lorsque l'alignement entre les 3 astres n'est pas parfait,
et que l'ombre de la Lune évite la Terre, l'éclipse est partielle. Même partiellement obscurci, il peut être dangereux d'observer le Soleil directement. Donc, afin d'observer le phénomène en toute sécurité, certaines mesures doivent être prises. Les professionnels recommandent l'utilisation de lunettes d'éclipse pour l'observation directe de l'éclipse. Avec un filtre presque entièrement opaque, ces lunettes permettent d'observer le Soleil quelques minutes à la fois. La liste des fournisseurs de ces lunettes est disponible sur La liste des fournisseurs de ces lunettes est disponible sur le site eclipsequebec.ca. Il est important de savoir que les lunettes de soleil régulières ne sont pas assez opaques pour regarder le soleil de manière sécuritaire. On encourage fortement les gens à observer l'éclipse car c'est quand même vraiment rare que ça arrive. La dernière éclipse qui a eu lieu au Québec, c'était en 1972 et la prochaine sera en 2106. Les gens qui veulent vraiment voir une éclipse dans leur vie pourront quand même se déplacer dans le monde, mais c'est une des rares fois qu'ils pourront l'observer de chez eux. Carl Chevrier est honoré pour la transmission de sa tradition. Le Conseil québécois du patrimoine vivant vient de dévoiler les 5 nouveaux ambassadeurs et ambassadrices culturelles de la seconde édition du Programme national des maîtres de tradition vivante. Parmi ceux-ci, on compte Carl Chevrier, qui représente l'Abitibi-Témiscamingue. Selon la présentation faite de l'artiste par le Conseil québécois du patrimoine vivant, sa pratique telle qu'il la décrit est celle de la construction de canaux d'écorce et de tout ce qui en découle en unissant tradition et innovation dans les œuvres. Carl a l'âme à fleur de peau et est fier de ses couleurs. Son souhait le plus profond est que son travail, ses œuvres d'art comme ses enseignements, puissent servir de repère à ceux qui, eux aussi, suivent le chemin de la guérison. Cette mesure de soutien aux porteurs de traditions actifs dans le milieu du patrimoine vivant a été initiée en 2019. Il s'agit d'un programme de reconnaissance et de mise en œuvre au Québec du système de trésors humains vivants de l'UNESCO. Elle constitue une ressource majeure pour le secteur. En plus d'une bourse de 5 000 $, les lauréats bénéficient du soutien d'un chargé de projet pour réaliser des activités de formation, de transmission et de diffusion, dont des camps de formation proposés sur le territoire du Québec sur une période de 18 mois. Pour Carl Chevrier, cette reconnaissance et cette opportunité sont bienvenues et s'inscrivent parfaitement dans sa démarche où il donne des conférences et des ateliers valorisant la prise d'autonomie. Il ouvre même la porte de son atelier à tous ceux qui cherchent à apprendre. Le pouvoir d'achat est en baisse depuis plusieurs mois et affecte plusieurs familles. Des centaines d'élèves de l'Abitibi-Témiscamingue bénéficient de l'aide du Club des petits déjeuners. Le gouvernement du Québec a octroyé 25 millions de dollars à l'organisme dans son dernier budget. Le Club des petits déjeuners s'assure que les enfants inscrits au service obtiennent un déjeuner composé d'un fruit, d'une protéine et d'un produit de grains entiers. Marie-Claude Bienvenu, vice-présidente des affaires gouvernementales et municipales, note que les coûts et les besoins augmentent considérablement. Ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a augmenté de 5 millions de dollars et il a été pérennisé sur 5 ans. Essentiellement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de combler l'augmentation de la demande. Dans la région, 17 écoles sont inscrites au Club des petits déjeuners. Marie-Claude Bienvenu rapporte que 1200 enfants obtiennent de l'aide quotidiennement. Elle note aussi une augmentation de 5 % des inscriptions dans ces écoles. Marie-Claude Bienvenu confie que 55 écoles pourraient bénéficier du programme. Le montant octroyé par le gouvernement provincial permettra à l'organisme d'aider davantage d'élèves. Actuellement, en Abitibi-Témiscamingue, on est en démarche auprès de 4 milieux
Il y a 4 écoles qui vont pouvoir se joindre à l'équipe. Une nouvelle attestation d'études collégiales fait son entrée au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dans le but de former des techniciens de mécanique industrielle, un domaine en très forte demande dans le milieu minier. En collaboration avec le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a développé l'attestation d'études collégiales dans le domaine de la technologie de mécanique industrielle qui offrira une formule intéressante d'alternance travail-études. Ce nouveau programme permettra de former des techniciennes et des techniciens dans un domaine en très forte demande dans la région. Surtout le cheminement proposé qui prévoit une rémunération des étudiantes et des étudiants pendant leur parcours est un incitatif important qui aidera dans les efforts de recrutement, notamment auprès de personnes qui souhaitent retourner aux études. Cette entreprise de la région a accepté de participer au projet en engageant et en rémunérant les étudiants dès le début de la formation. Les 23 heures par semaine d'apprentissage permettront aux étudiants d'y travailler à temps partiel. On peut observer qu'il y a encore une majorité d'hommes qui étudient et qui occupent des emplois techniques dans ce domaine. Nous souhaitons que les femmes développent un intérêt pour ce type de formation. Du côté de CSMO Mines, même son de cloche. On souhaite que plus de femmes pourvoient les postes en mécanique industrielle qui sont en demande dans l'industrie minière. Les métiers de la mécanique industrielle font partie des métiers miniers les plus recherchés avec plus de 350 emplois à pourvoir d'ici les 5 prochaines années, comme le confirme l'estimation des besoins de main-d'œuvre du secteur minier 2023-2028, publiée récemment. La formation d'une durée de 2 ans se fera à distance la première année avec des laboratoires en présentiel en fin de session. Et la seconde année se déroulera sur le campus du Cégep à Rouyn-Noranda. Des stages en entreprise sont prévus durant l'été de la première année. Les inscriptions sont déjà en cours et l'attestation d'études collégiales sera lancée à la mi-août. Le restaurant Topla inaugure son nouveau local à Rouyn-Noranda avec l'attribution de 100 plats de pâtes gratuits pour des organismes locaux. Il s'agit de la 9e succursale de la franchise à voir le jour au Québec qui a nécessité un investissement d'environ 500 000 $. Afin de souligner l'événement, le restaurant a décidé d'offrir une centaine de plats de pâtes gratuitement aux organismes communautaires, sportifs, scolaires et culturels de la ville. Benoît Thibault, coprésident et responsable des opérations, ajoute que cette démarche reflète également leur volonté de s'engager à long terme et de comprendre les enjeux spécifiques de la région. Les propriétaires Kayla Overchuck, Olivier Bello et Emery Blanchard détiennent également la franchise Pizza Salvatore qui occupe les locaux adjacents. Le restaurant est ouvert au public depuis le 19 mars 2024. Une vingtaine d'artistes seront à Rouyn-Noranda pour le 20e Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, à commencer par Claude Meunier et son groupe La Famille de Nuit. Ces noms s'ajoutent à celui de Richard Séguin, annoncé en ouverture plus tôt ce mois-ci. Les artistes fouleront les planches de 5 scènes réparties sur le territoire de Rouyn-Noranda entre le 25 mai et le 1er juin. La soirée d'ouverture sera assurée par Richard Séguin et ses Guitar Heroes, l'humoriste Claude Meunier et son nouveau groupe western La Famille de Nuit complètent les têtes d'affiche avec Fred Dispo, le pendant francophone de Foreign Diplomats et le duo québécois Little Misty. Outre une soirée métal, des soirées extérieures sont prévues avec le trio féminin grunge, les Shirley, et le chanteur au ton empreint d'ironie, Gab Pocket. Le groupe abitibien Backstabber sera au cœur de la soirée métal du 1er juin. Les musiques du Brésil et de l'Australie et la musique latine seront à l'honneur avec le guitariste virtuose Yamanda
Costa, le guitariste Larry Basilio, le chanteur Kim Churchill et la guitare méditerranéenne de Pavlo. Outre une scène extérieure, des prestations auront lieu au Centre des congrès, à l'Agora des arts, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda et à la salle Le QG. Un mois après l'incendie qui a détruit le bâtiment du conseil de Kitsisakik, les membres continuent d'évaluer les pertes. Le conseil souhaite éventuellement soumettre une demande auprès du gouvernement fédéral pour reconstruire un bâtiment public. Jimmy Papati, membre de la communauté et du conseil, déplore le manque d'équipement pour combattre des incendies comme celui du 21 février dernier. Il affirme qu'il pourrait s'agir d'une défaillance électrique dans le système de chauffage. Jimmy Papati rappelle qu'il est prévu que Kitsisakik ait accès à l'électricité en 2025. Le projet est en cours en attendant le déménagement de la communauté qui n'a pas de statut de réserve. Ça fait maintenant 20 ans que le projet a été déposé. La lenteur administrative du gouvernement, des décisions, des changements de gouvernement, tout ça, ce sont des facteurs qui retardent la construction de nos villages qui, eux, seraient dotés de tout l'ensemble des services que le citoyen pourrait s'offrir, incluant le système d'incendie. Après l'incendie, des documents d'archives ont été retrouvés, alors que d'autres en étaient à l'étape de numérisation. La communauté n'a pas nécessairement perdu les données de leur travail. Ce qui a été perdu, c'est la documentation ainsi que toutes les archives. Cependant, à l'aide de leur mémoire et de leurs connaissances historiques, ils parviendront à réécrire leur passé. Jimmy Papati confie que le bâtiment détruit par le feu était devenu le point central de Kitsisakik il y a près de 40 ans. Il souligne que le bâtiment avait été la résidence du regretté chef Dona Papatis dans les années 1980, où avaient eu lieu des discussions importantes pour la communauté afin de s'attaquer à des problèmes de violence et d'agression sexuelle. C'était devenu le point central de la communauté. La Sûreté du Québec mise sur ses employés pour recruter de nouveaux policiers. En Abitibi-Témiscamingue, Jean-Sébastien Lelièvre est l'un des visages de la campagne « Deviens qui es-tu ». Le patrouilleur privilégie le contact avec la population, même si les commentaires négatifs et les interventions sur des scènes difficiles font partie de son métier. Originaire de Rouyn-Noranda, Jean-Sébastien Lelièvre souhaitait revenir dans la région après sa formation en Outaouais. Il s'est d'abord retrouvé au poste de Ville-Marie en 2006. Il se souvient des premiers appels quand tu tombes sur une scène d'accident et il faut que tu gères plusieurs intervenants, les pompiers, les ambulanciers, les victimes. Au début, c'est quelque chose, mais il affirme qu'on finit par s'adapter. C'est sûr que quand tu appelles la police, normalement, ça ne va pas bien. Il confirme que les policiers sont souvent dans le négatif, mais les gens qui prennent le temps de dire merci, tu as été gentil, tu as pris le temps de m'écouter, ça requinque un peu d'énergie et ça permet de continuer. Pour Jean-Sébastien Lelièvre, l'empathie et la bienveillance se figurent parmi les qualités importantes pour accomplir son travail qui est loin d'être routinier. Il ajoute que quand tu interviens autant avec des gens qui sont victimes, autant avec des gens qu'il faut que tu arrêtes, tu ne connais pas le vécu de la personne. Il faut faire son boulot, il faut faire respecter les lois, mais ultimement, quand on les traduit devant les tribunaux, quand c'est approprié, c'est pour leur bien, pour le bien de la société et des victimes. Jugeant l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec trop difficile ou contraignant, elles deviennent membres d'un ordre professionnel d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick ou l'Ontario pour aller passer un autre examen, le NCLEX-RN, un examen équivalent à celui de l'Ordre du Québec et qui est utilisé par la majorité des provinces canadiennes et par les États-Unis. Au cours des 2 derniers mois, l'Ordre des infirmières du Nouveau-Brunswick a approuvé 74 demandes de Québécoises et Québécois qui souhaitent passer cet examen.
Comme il faut d'abord être membre d'un ordre professionnel avant de pouvoir passer l'examen, elles rejoignent l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'y rendre en personne puisque l'examen peut être fait au Québec ou en Ontario. Les infirmières passent le NCLEX-RN avec succès et obtiennent leur droit de pratiquer au Nouveau-Brunswick. Une infirmière autorisée dans une autre province peut faire transférer sa licence au Québec. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue confirme qu'une vingtaine de leurs étudiantes sont devenues membres de l'Ordre des infirmières du Nouveau-Brunswick au cours des 2 dernières années. Le Cégep précise avoir constaté aussi que d'autres sont passés par l'Ontario pour passer le NCLEX-RN, mais que cette donnée n'est pas recensée. Une trentaine d'étudiantes et d'étudiants graduent en moyenne chaque année en Abitibi-Témiscamingue. Sylvain Blais, directeur du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, souligne que c'est préoccupant quand on voit que nos propres finissantes souhaitent aller faire leur examen dans une autre province qu'à l'ordre qui est responsable de la province. Contrairement à l'examen québécois, l'examen NCLEX-RN se fait sur un ordinateur et le résultat est connu dès le lendemain, alors qu'il faut environ 1 à 2 mois au Québec avant de connaître son résultat. Une infirmière peut débuter sa pratique beaucoup plus tôt que si elle était passée par le Québec. À partir du moment où elle a fait son examen, en 48 heures, elle était infirmière. En cas d'échec au NCLEX-RN, il est possible de le passer à nouveau 45 jours plus tard. L'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec répond que la situation découle de l'accord de libre-échange canadien. Celui-ci permet à une personne titulaire d'un permis d'exercice infirmier dans une province canadienne d'obtenir une équivalence dans une autre province. Le président du syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la santé en Abitibi-Témiscamingue, Jean-Sébastien Blais, s'inquiète que des infirmières en profitent pour aller pratiquer dans d'autres provinces. Leur rôle principal, c'est de protéger les citoyens, mais si on se prive d'infirmières qui auraient passé cet examen-là et qui vont peut-être vouloir réorienter leur carrière après 3 échecs au Québec, est-ce que l'Ordre remplit vraiment sa mission lorsqu'il nous prive de professionnels en soins qui sont efficaces sur le terrain? On se rend compte qu'elles continuent à pratiquer chez nous, mais jusqu'à quand? Si elles sont prêtes à passer l'examen ailleurs, elles pourraient commencer à réfléchir à pratiquer ailleurs. Face à une stagnation provinciale de la construction de maisons et de logements, la Fédération des chambres de commerce du Québec lève la main pour aider à l'allègement de la paperasse administrative et permettre aux entrepreneurs d'aller de l'avant plus rapidement. La Fédération des chambres de commerce du Québec clame que le processus entre la prise de décision de construire et la première pelletée de terre se compare presque à un parcours du combattant. Pour freiner ce ralentissement généralisé, le regroupement propose un plan de solution en 7 points qui inclut notamment un allègement de la réglementation sur le zonage, un usage plus grand des professionnels externes par les municipalités et une aide financière du gouvernement pour la transformation numérique des processus administratifs. L'opportunité est bien choisie de prendre la balle au bond pour réduire la lourdeur bureaucratique. C'est le moment opportun de prendre un temps d'arrêt et d'analyser pour voir ce qu'on peut faire pour être plus efficace. Les comités consultatifs en urbanisme ont leur raison d'être, mais la communication avec les entrepreneurs sur le terrain est compliquée et ça amène une lenteur dans les dossiers. Depuis quelques semaines, il y a beaucoup de questionnements sur la sécurité dans certaines destinations plus à risque. Les journaux et la télévision ont aussi partagé les mêmes préoccupations à la suite du décès d'un jeune homme dernièrement en République dominicaine. Premièrement, une petite visite sur le site du gouvernement canadien www.voyage.gc.ca s'impose.
Il y a énormément d'informations à lire sur différents points comme le niveau de risque, la sécurité, les exigences d'entrée et de sortie, la santé et la vaccination, les lois et coutumes et les catastrophes et le climat. C'est évident que si vous lisez tout, vous n'aurez sûrement pas le goût de partir dans ces destinations. En revanche, les mêmes principes de base que nous appliquons ici doivent être respectés dans ces pays. La loi du gros bon sens s'applique dans vos destinations voyage. Deuxièmement, un voyage se prépare. Même si on est loin d'être à notre premier, même pour certaines destinations que l'on connaît bien, les événements évoluent rapidement. Sans être alarmiste, il est bon d'aller lire certains conseils du gouvernement canadien. On retrouve dans la section sécurité, pour beaucoup de pays à risque, un point appelé la sécurité des femmes et d'y retrouver des conseils pour les voyageuses. On trouve également des sections sur la criminalité, les aliments et boissons contenant des drogues, les fraudes, les activités nautiques, les croisières et les transports en public. Troisièmement, que l'on réserve son voyage en ligne ou par une agence, on est responsable de se renseigner. Un bon conseil, n'attendez pas d'être dans le pays pour aller lire les avertissements. Le gouvernement canadien met à jour tous les renseignements à la date et l'heure du plus récent au plus ancien dans la liste des pays. Dans la section santé, il y a toutes les informations sur les vaccins obligatoires à prévoir. Les pharmacies offrent aussi un bon service de consultation et préparent même des trousses de médicaments pour les au cas où. Le dernier avertissement du 13 mars portait sur la rougeole. Il y a aussi, en fonction de votre destination, des sections sur les vaccins, les infections de personne à personne, les piqûres d'insectes, les précautions pour la nourriture et l'eau, ainsi que le service et les établissements médicaux. Selon le gouvernement canadien, des pays comme le Panama, la Guadeloupe, Aruba, la Martinique, Saint-Martin ou l'Italie, ce sont des destinations sécuritaires. Cependant, il faut faire preuve de très grande prudence à Cuba, au Costa Rica, au Maroc, en France, en Espagne, au Mexique ou en République dominicaine, pour ne nommer que ceux-ci. Dites-vous que les voyages sont vraiment agréables lorsque tout va bien, qu'on respecte les règles de sécurité sur la route, qu'on surveille ce qu'on ingère et qu'on se prépare bien avant de quitter la région. Pourquoi? Parce que tout ce que l'article mentionne peut arriver pas très loin de chez nous, mais qui ne nous empêche pas de quitter la maison. Restons prudents et pour pouvoir partager nos expériences et nos découvertes et à nos familles et nos proches. Une coalition de regroupement de médias communautaires a demandé au gouvernement provincial d'inclure des mesures d'appui concrètement pour les médias communautaires dans le budget. L'Association des radios communautaires du Québec, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et l'Association des médias écrits communautaires du Québec veulent des mesures gouvernementales pour pérenniser les médias communautaires québécois. Aux prises avec des baisses de revenus publicitaires, elles demandent au gouvernement de créer un fonds d'urgence et d'accroître son engagement d'investir une partie de son budget publicitaire dans les médias communautaires. Les télévisions communautaires sont comme les principales laissées pour compte des baisses des revenus gouvernementaux. Il faut espérer que le gouvernement va réaliser que le fonctionnement d'une télévision communautaire coûte plus cher que ceux d'une station de radio ou d'un journal. Les trois organismes demandent également une indexation du programme de soutien aux médias communautaires, le PAMEC, géré par le ministère de la Culture et des Communications. On voit cette indexation d'un bon œil, particulièrement depuis que Meta a annoncé le retrait des nouvelles canadiennes sur ses plateformes. Si le PAMEC pouvait être indexé annuellement, ça serait génial. Pour 100 personnes qui vont à la retraite, 65 à 70 personnes entrent sur le marché du travail. Il manque donc 30 à 35 personnes par année qui vont être au travail. Les commerçants perdent leurs employés aux dépens des industries minières et forestières
étant donné que ces grandes compagnies forment les nouveaux employés sur les lieux du travail pour gagner en main-d'œuvre. Toutefois, il n'existe plus de gens qui vont remplacer ceux qui manquent dans les commerces. Les commerces qui ont été le plus impactés par ce vieillissement de main-d'œuvre sont les secteurs de services, comme la restauration, entre autres, où plusieurs ont dû fermer leurs portes, diminuer les heures de service et même de fermeture de journée. Selon la directrice générale du Centre de développement économique d'Abitibi, le manque de main-d'œuvre se faisait déjà ressentir avant la pandémie. Plusieurs commerces affichaient les demandes d'employés et même commençaient à fermer certaines journées de la semaine. La cause réelle du manque de main-d'œuvre vient du fait de la diminution démographique. Les familles font de moins en moins d'enfants et il est plus rare qu'on retrouve des familles de plus de 3 enfants aujourd'hui. C'est rare maintenant qu'on voit des familles de plus de 4, 5 enfants, donc cette situation fait qu'il manque de gens de relève et je ne penserais pas que demain matin, on va recommencer à faire 8 à 10 enfants dans nos familles. Selon nos recherches sur le site Le Québec économique, en 1960, l'indice statistique de fécondité s'établissait à 3,858 enfants par femme. Contrairement à aujourd'hui, le taux de fertilité naissance par femme était de 1,521 en 2020 au Québec. Protégez votre famille, éteignez le moteur pour éviter l'intoxication. Évitez de laisser tourner le moteur de votre voiture ou tout autre équipement à essence, soit VTT, souffleuse, tondeuse, etc., dans le garage ou dans l'abri d'auto tel qu'un abri tempo fermé. Pour prévenir l'intoxication au monoxyde de carbone, le Centre antipoison du Québec recommande les actions suivantes. Installer un détecteur de monoxyde de carbone certifié dans sa résidence et dans son garage. S'assurer d'ouvrir l'abri ou le garage avant de démarrer la voiture. Évitez de laisser le moteur tourner plus que quelques minutes. Pour plus de détails, consultez le site du Centre antipoison du Québec, Prévention des intoxications. Sleep Country Canada, premier détaillant spécialisé dans le domaine du sommeil au Canada, a le plaisir d'annoncer un partenariat avec Veritree, une entreprise de technologie climatique qui plante des arbres dans le monde entier dans le but de lutter contre les changements climatiques. Grâce à ce partenariat, ils visent planter plus de 150 000 arbres au cours de l'année dans des forêts canadiennes qui ont été dévastées par les récents incendies. Ainsi, pour chaque livraison EcoPlus effectuée par Sleep Country, dormez-vous, Veritree plantera un arbre en Colombie-Britannique où Sleep Country s'approvisionne en bois pour leur sommier, tout en prévoyant des projets de reboisement au Québec dans l'avenir. Le service de livraison EcoPlus est un mode de livraison écologique qui consiste à recycler les vieux matelas et les matériaux d'emballage, ce qui permet de réduire les déchets acheminés vers des sites d'enfouissement ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. 150 000 arbres représentent 75 hectares ou 185 acres de reboisement, soit l'équivalent de 140 terrains de football. Une fois arrivés à maturité, ces arbres absorberont en moyenne 137 700 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer près de 35 000 voitures de la circulation pendant un an. Sleep Country, dormez-vous, s'engage à soutenir la protection de l'environnement et des collectivités dans lesquelles nous œuvrons. Grâce à leur partenariat avec Veritree, ils offrent à leur clientèle la possibilité de mieux dormir, tout en contribuant également à la restauration et à la préservation de nos ressources naturelles. L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique pour enquêter sur une éclosion de cas de salmonellose, une infection à la salmonelle dans 8 provinces liées aux serpents et aux rongeurs d'alimentation. Plusieurs personnes infectées déclarent avoir eu un contact direct ou indirect avec des serpents ou des rongeurs d'alimentation utilisés comme nourriture pour reptiles avant l'apparition de la maladie.
Certaines personnes qui ont contracté la maladie n'ont pas touché ou manipulé elles-mêmes les serpents ou les rongeurs d'alimentation, mais vivaient dans une maison où il y en avait. Aucun fournisseur commun de serpents ou de rongeurs d'alimentation n'a été identifié. Cette épidémie nous rappelle que la bactérie Salmonella peut être présente dans de nombreuses espèces animales, y compris les serpents et les rongeurs d'alimentation. Pour prévenir la maladie, on conseille aux personnes de pratiquer une bonne hygiène des mains et de se laver fréquemment les mains après avoir été en contact avec des serpents, des rongeurs d'alimentation et leur environnement. Ces conseils sont fondés sur les conclusions de cette enquête et sur des éclosions antérieures de salmonellose liées aux serpents et aux rongeurs qui ont mis en évidence le rôle important que les propriétaires de reptiles et les exploitants d'entreprises peuvent jouer dans la prévention de nouvelles maladies liées à ces types d'animaux de compagnie. L'éclosion est toujours en cours et le signalement de nouveaux cas à l'Agence de la santé publique du Canada se poursuit. Le présent avis de santé publique sera mis à jour à mesure que l'enquête se poursuit. En date du 19 mars 2024, il y avait 70 cas confirmés d'infection à Salmonella et Salmonella diffimurium dans les provinces suivantes: Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve et Labrador. Les personnes ont été malades entre février 2022 et février 2024. 10 personnes ont été hospitalisées. Une personne est décédée et les partenaires provinciaux de la santé publique ont confirmé que la salmonelle était la cause du décès. Les personnes malades avaient entre moins d'1 an et 96 ans. 13 enfants malades, dont 19 % avaient 5 ans ou moins, et environ la moitié des personnes touchées, soit 53 %, étaient de sexe féminin. Généralement, les symptômes se manifestent de 6 à 72 heures après l'exposition à la bactérie Salmonella et durent 4 à 7 jours. Voici quelques-uns des symptômes possibles: fièvre, frissons, nausées, vomissements, diarrhée, maux de tête, crampes abdominales. Les personnes infectées par la bactérie Salmonella peuvent la transmettre à d'autres personnes plusieurs jours ou plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent pas de symptômes. La Salmonella peut se propager par contact de personne à personne et par les surfaces contaminées. La plupart des personnes qui contractent une infection à Salmonella se rétablissent complètement après quelques jours, sans traitement, mais cette infection peut également entraîner une maladie grave et une hospitalisation. Une infection à Salmonella peut toucher n'importe qui. Si vous pensez présenter des symptômes, contactez votre prestataire de soins de santé. Les personnes les plus susceptibles de contracter une maladie grave sont les suivantes: les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Vous pouvez contracter la salmonellose en touchant les reptiles et les rongeurs, leur nourriture et leur environnement, puis en vous touchant le visage, les yeux ou la bouche sans vous laver les mains. Vous pouvez également être infecté en touchant des surfaces ou des objets contaminés dans une maison ou une exposition où l'on trouve des serpents et des rongeurs d'alimentation. Cela peut se produire lors de fêtes d'anniversaire, d'activités scolaires, dans un musée, un centre scientifique ou un zoo, ou encore lors d'une exposition itinérante de reptiles. Le meilleur conseil serait de toujours vous laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon tout de suite après avoir touché un reptile ou un rongeur de compagnie, ainsi que tout ce qu'il mange ou touche et tout ce qui se trouve dans le milieu où il vit et joue. LG lance une thermopompe air-eau sur le marché canadien. Le système monobloc de thermopompe air-eau R32 de LG est facile à installer car les composants hydrauliques sont intégrés à la tuyauterie d'eau, ce qui élimine le besoin de tuyauterie de réfrigération.
Alimenté par la technologie avancée de thermopompe de LG, le système monobloc de thermopompe RO R32 produit efficacement de l'eau chaude pour diverses applications, y compris le chauffage des locaux et l'eau chaude. Les technologies intégrées des réductions de bruit, telles que le compresseur encapsulé et le découplage des vibrations, permettent d'atteindre des niveaux sonores aussi bas que 49 décibels à une distance de 1 mètre. Il est conçu pour assurer un confort tout au long de l'année. Le fonctionnement selon des plages de température d'eau de sortie polyvalente permet d'assurer autant le refroidissement de 5 à 27 degrés Celsius que le chauffage de 15 à 65 degrés Celsius. Il permet notamment de réduire les cycles de dégivrage et de prolonger les durées et les intervalles de fonctionnement. Il offre une expérience transformatrice en matière de contrôle du climat pour les espaces résidentiels et commerciaux légers. Conçu pour répondre à la demande croissante de produits de remplacement électrique, LG a lancé son système monobloc de thermopompe RO R32 pour donner la priorité à l'efficacité, offrir des économies de coûts grâce à une consommation d'énergie réduite, rationaliser les performances et améliorer le confort en optimisant la rétention et la distribution de la chaleur et de l'air froid. L'Union des municipalités du Québec a participé le 19 mars dernier aux consultations particulières sur le projet de loi numéro 50. Loi édictant la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres et modifiant certaines dispositions relatives, notamment au centre de communication, d'urgence et la protection contre les incendies de forêt déposée par le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel. Parmi les mesures proposées dans le projet de loi, l'Union souligne les avancées suivantes pour les municipalités. Reconnaître les municipalités locales comme les premières responsabilités de la sécurité civile sur leur territoire, convenir de responsabilités partagées, viser l'optimisation des ressources, privilégier une démarche de gestion de risques et d'amélioration continue, transférer la responsabilité de la SOBFEU au ministre de la Sécurité publique. Lors de sinistres, le temps est plus que précieux. Les municipalités ont besoin d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir agir rapidement et adéquatement. Avec ce projet de loi, nous avançons dans la bonne direction. Toutefois, pour bien anticiper les impacts de ce projet de loi pour les municipalités, nous devons attendre le règlement qui permettra de définir les obligations des municipalités en matière de gestion des sinistres. De plus, les montants nécessaires pour atteindre ces objectifs devront être confirmés. Parce que pour agir, il faut plus que des guides, il faut des sommes dédiées. L'Union suivra l'évolution du projet de loi et réitère sa pleine collaboration afin de permettre l'élaboration d'un futur règlement tenant compte des différentes réalités municipales. L'Association médicale canadienne joint sa voix à celle de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et s'inquiète des résultats du premier tour du Service canadien de jumelage des résidents en médecine, alors que 91 postes en médecine familiale n'ont toujours pas été pourvus au Québec. La fondation d'un meilleur accès aux soins de santé demeure la mise en place d'une première ligne forte, et cela passe nécessairement par une meilleure attraction des apprenants et par la rétention des médecins de famille dans le réseau public. L'Association médicale canadienne est préoccupée par l'application de certaines dispositions de la loi visant à augmenter l'offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de l'offre qui mise notamment sur l'imposition de mesures de restriction de la potentielle qu'un médecin pourra s'ajouter à sa charge et de surveillance des plages horaires des médecins de famille. Ces mesures pourraient mener à une désaffection des médecins du réseau public vers le privé. Nous prenons acte des intentions du gouvernement d'améliorer l'accès aux soins et reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Cependant, les solutions envisagées doivent être explorées en étroite collaboration avec les médecins et les autres professionnels de la santé. L'Association médicale canadienne privilégie entre autres une réduction encore plus accrue du fardeau administratif pour que les médecins puissent avoir davantage de temps avec leurs patients et puissent s'épanouir au travail. Les résultats du premier tour de jumelage nous indiquent qu'il faut absolument revaloriser les conditions de travail des médecins de famille pour rendre la pratique attrayante auprès des apprenants en médecine. Il manque déjà près de 1200 omnipraticiens au Québec et 60% des médecins québécois montrent des signes d'épuisement professionnel. Il y a urgence d'agir. Les médecins de famille du Québec sont déterminés à améliorer l'accès aux soins et à soigner la population. Nous en voulons pour preuve les 930 000 patients supplémentaires déjà pris en charge depuis 2022. Nous invitons tous les gouvernements à maintenir des relations constructives avec la profession de façon à assurer un milieu de travail sain pour les soignants, une meilleure accessibilité aux soins ainsi qu'une médecine de qualité pour les patients. La Société canadienne du cancer a officiellement marqué le coup d'envoi du mois de la jonquille avec une prestation de la talentueuse chanteuse, compositrice, interprète Amélie Berries, elle-même une survivante du cancer du sein. Cette campagne vise à recueillir des dons essentiels pour financer des projets de recherche, des services de soutien et des politiques de santé publique qui améliorent la qualité de vie de personnes touchées par le cancer. Nous avons besoin les uns des autres pour faire face à cette maladie. On connaît tous quelqu'un qui en est atteint, qui l'a été ou qui en est malheureusement décédé. Autour des personnes atteintes, il y a celles qui soignent, en prennent soin et consolent. D'autres font de la recherche, se creusent la tête et le cœur, soutiennent et financent. En 2023, au Québec seulement, on estime qu'il y a eu 59 500 nouveaux cas de cancer et 22 500 décès. Ces chiffres mettent en lumière la réalité de cette maladie et soulignent l'importance cruciale de soutenir les efforts de recherche et de sensibilisation de la Société canadienne du cancer. Parmi les chercheurs soutenus par la Société canadienne du cancer, le Dr Guy Sauvageau de l'Université de Montréal se distingue par ses efforts dans la recherche contre le cancer. En octobre 2023, le Dr Sauvageau a reçu une subvention de la Société canadienne du cancer pour son projet de recherche révolutionnaire visant à développer un traitement novateur contre le cancer en ciblant spécifiquement les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules normales. Ce traitement, basé sur 2 composés, pourrait transformer les approches thérapeutiques actuelles en offrant une alternative non toxique et efficace pour un large éventail de cancers. Si ce projet est fructueux, le résultat pourrait changer et sauver des vies en offrant une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes de cancer dont le taux de survie est faible, comme le cancer du poumon, du pancréas et du foie. Financer l'innovation en recherche, c'est vraiment crucial pour espérer guérir un jour le cancer. Grâce aux dons recueillis, ce projet pourrait révolutionner les traitements contre le cancer en offrant des résultats prometteurs sans les effets secondaires néfastes des traitements conventionnels. Ce travail de pointe propulserait également l'innovation canadienne à l'avant-plan de la recherche mondiale sur le cancer. Ce printemps, faites fleurir l'espoir pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Unissons-nous pour agir contre le cancer et contribuer à sauver des vies. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Joyeuse Pâques et bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!